Philippe Paquet, bonjour. Vous êtes journaliste, spécialiste de la Chine. Vous avez d'ailleurs étudié le chinois à l'Institut des langues de Pékin. Et vous venez de publier un livre qui est salué par toute la presse, Madame Chiang Kai-shek, un siècle d'histoire de la Chine. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi du lapin. Parce qu'on vient d'entrer dans l'année du lapin, synonyme de tranquillité, de prospérité. Et précisément, cette prospérité chinoise fait très peur à l'Europe. En fait, la Chine, elle ne connaît pas la crise. Grâce à son marché intérieur, je n'apprends rien à personne, 1,3 milliard d'habitants, ça permet évidemment d'amortir les chocs. On l'a vu avec les différentes crises financières, économiques qu'on a connues dans le monde. La Chine peut faire le gros dos, rebondir en s'appuyant sur la demande intérieure. Ce qui ne l'empêche pas de souffrir parce qu'une partie de son économie vit évidemment de l'exportation. Si les pays riches achètent moins, la Chine vend moins, se porte moins bien. Alors cette Chine est devenue le créancier ou un des créanciers de l'Europe. Pékin achète de la dette de la Grèce, du Portugal. Il faut avoir peur de se faire dévorer par le lapin chinois? Alors écoutez, on ne va certainement pas reprendre le vieux discours sur le péril jaune. Ce ne sera pas les Chinois à Paris comme Jean-Yann les avait imaginés, du moins on peut l'espérer. Cela dit, il faut se garder pareillement de tout angélisme. Un pays qui devient une grande puissance poursuit d'abord ses propres intérêts. On le voit déjà aujourd'hui dans un certain nombre de positions que la Chine prend sur des dossiers internationaux, qu'ils soient politiques ou économiques. On peut craindre, hélas, que lorsque la Chine sera encore plus puissante qu'elle ne l'est, elle se montre encore plus agressive, plus exigeante dans son propre intérêt, dans sa propre logique. On aurait quelques peines à lui en faire le reproche. Et donc, il faut se préparer à une Chine qui sera beaucoup moins accommodante, qui sera certainement plus agressive sur toute une série de dossiers. Autant le savoir, autant s'y préparer, autant s'armer pour réagir. Cela dit, les Grecs, ils sont contents. En quelque sorte, la Chine les aide au niveau de leur fin de mois difficile. C'est effectivement une attitude qu'on peut saluer de la part de la Chine parce qu'elle est constructive. Elle participe finalement à la grande concorde, à la grande harmonie internationale sur toute une série de dossiers économiques. Malgré tout, on peut quand même un peu s'inquiéter de la dépendance que cela va créer, dépendance au moins politique, si elle n'est pas déjà économique et financière, à l'égard d'un pays qui quand même n'est pas un pays démocratique, n'a pas exactement les mêmes visions que nous, les mêmes valeurs que les démocraties occidentales sur toute une série de choses. Comment voulez-vous demain que l'Union européenne, où les décisions se prennent encore largement par consensus, puisse critiquer la Chine sur les droits de l'homme, sur d'autres choses, quand un certain nombre de pays, la Grèce, l'Espagne, d'autres, dépendent finalement, comme vous venez de le dire, de la Chine pour payer leur fin de mois. Et alors, pour revenir au problème économique, on voit par exemple que la Chine vient d'obtenir un marché pour construire une autoroute en Pologne. On a l'impression que ça ne va jamais dans l'autre sens. On n'imagine pas la Pologne construire une autoroute en Chine. C'est malheureusement la logique de l'économie de marché à laquelle les Chinois se sont parfaitement adaptés. L'offre et la demande, si vos prix sont plus compétitifs, comment voulez-vous faire? Ce qui est extraordinaire, parfois, c'est sur le plan des symboles aussi. Quand vous voyez un pays comme la Chine, qui est un pays communiste, athée, rafler des contrats pour construire des tramways ou des lignes de chemin de fer à la Mecque, c'est évidemment un monde qui s'écroule et un autre qui se construit. Alors, je vous arrête parce que vous le voyez, il y a des petits parasites qui apparaissent et derrière ces parasites, quelqu'un qui manifeste son envie de poser une question. On regarde. Bonjour, c'est Fianne Samin du Parti communiste. Loin de moi l'idée de vouloir me faire défenseur des camps de travail, de la révolution culturelle et d'un régime qui aujourd'hui allie capitalisme et les pires aspects du socialisme réel. Mais j'aurais voulu savoir s'il n'était pas contradictoire de la part de l'Union européenne et de l'administration Obama de faire à ce point-là deux poids deux mesures dans toutes les questions des droits de l'homme entre ce qui se passe en Chine aujourd'hui pour les journalistes et les prisonniers d'opinion et ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps en Tunisie, aujourd'hui en Égypte et surtout en Israël. Merci. Réponse ? Alors certainement que la politique des deux poids deux mesures est condamnable. Je pense que les pays démocratiques devraient avoir une attitude identique partout où les droits de l'homme sont violés. Je pense qu'on a néanmoins raison quelque part de critiquer l'attitude de la Chine quand elle est en contradiction avec ses propres textes de loi. L'article 35 de la Constitution chinoise garantit toutes les libertés individuelles. Elles ne sont respectées que sur le papier et pas dans la réalité. Cela dit, il faut aussi, à la décharge des Chinois, leur faire crédit des progrès enregistrés au cours des 20 dernières années. Bien sûr, le système politique est bloqué, il est gelé, ce n'est certainement pas une démocratie pluraliste. N'empêche que sur le plan individuel, les Chinois goûtent aujourd'hui une liberté comme ils n'en ont jamais eu, non seulement sous le régime communiste, mais dans toute leur l'histoire impériale incluse. Les Chinois peuvent faire toute une série de choses qui nous paraissent naturelles, comme choisir leur lieu de résidence, leurs études, leur profession, mais ce sont des choix qu'ils n'ont jamais pu faire auparavant. Mais on évoquait la Tunisie, l'Égypte. Ce qui se passe là-bas, ça pourrait se passer en Chine? Est-ce que les Chinois ont peur, en tout cas? Les Chinois, les autorités suivent ça de très
très près, censure la presse, comme vous le savez, censure Internet, les forums de discussion qui sont le principal vecteur de liberté d'expression en Chine, parce que ça leur rappelle de mauvais souvenirs. Tiananmen, c'était un peu ce qu'on voit sur la place Tahrir aujourd'hui. Par ailleurs, la Chine ne craint pas tellement aujourd'hui une contestation purement politique, puisqu'il n'y a pas de parti d'opposition, il n'y a pas de dissidents véritablement avec une large audience. Par contre, ce qui est problématique pour les autorités, c'est le potentiel d'une explosion sociale à cause des inégalités, à cause du chômage. Significativement, dans la constitution chinoise, le droit de grève n'est pas reconnu, simplement parce que le principal péril pour la Chine aujourd'hui, c'est un phénomène à la polonaise, Solidarność. Ils savent comment ça s'est passé en Pologne, comment les Polonais sont venus à bout du communisme chez eux. Alors, vous parliez d'Internet censuré. On va regarder précisément quelques images d'un petit film d'animation, un petit dessin animé qui a été censuré sur Internet. C'est l'histoire de lapins, le peuple des lapins, qui est dirigé par des tigres en uniforme. Et les lapins se font décimer, mais ils vont se révolter, ils vont se retourner contre les tigres et ça va se terminer par un carnage total. Bon, tout à fait normal que ça a été censuré quasiment immédiatement sur le net. Je pense que la suggestion n'est pas du goût des autorités chinoises, qui manquent peut-être du sens de l'humour nécessaire ou du sens de la dérision. C'est une vision un peu caricaturale de ce qui pourrait se passer en Chine, mais enfin, qui sait, à tout moment, un pouvoir peut être attrapé par sa population. L'avantage du gouvernement chinois, c'est quand même, il a à son actif des progrès économiques qui permettent finalement à la grande majorité des Chinois de vivre mieux aujourd'hui qu'il y a 10 ou 20 ou 30 ans. Tant que ça peut durer, je pense que le régime a de bonnes chances de pouvoir durer. Alors, un mot quand même sur votre livre, Madame Chiang Kai-shek. Il faut rappeler que Chiang Kai-shek, c'était, le rival de Mao qui s'est réfugié sur l'île de Taïwan. Et pourquoi elle vous fascine tant, Madame Chiang Kai-shek? Parce qu'elle était vieille, son 5 ans. Votre femme ne doit pas être jalouse. Hein? Non, tout à fait, mais c'est ce qui rend le personnage intéressant, c'est que sa vie se confond avec un siècle d'histoire chinoise, donc c'est une bonne façon de s'introduire dans cette histoire qui est méconnue chez nous. D'autre part, en ces temps où on spécule sur l'identité nationale, l'immigration, l'intégration, etc., Madame Chiang, qui a été éduquée aux États-Unis, qui parlait un anglais parfait, qui était autant américaine que chinoise, incarne parfaitement ce modèle de biculturalité, de pluriculturalité, qui est un peu l'idéal européen, quelque part. Merci Philippe Paquet d'être venu au Bar de l'Europe. Je vous invite à goûter ce lapin et à revenir l'an prochain, mais c'est l'année du dragon. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir vous servir une cuisse de dragon l'année prochaine. En tout cas, je suis content que ce soit du lapin, parce que comme vous savez, au Vietnam, c'est l'année du chat. Si vous m'aviez servi du chat, ça aurait été sans doute moins agréable. Mais le lapin, malgré tout, ça passe. Bon appétit. Merci.